Bonjour, et pour démarrer et laisser le temps à d'autres personnes d'arriver, je suis Joanne Saint-Charles, je suis la directrice de l'Institut Santé Société, et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir cette conférence sur la coopérative de solidarité SABSA. Je pense que vous allez trouver cette présentation extrêmement intéressante. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. Je vais juste vous parler un petit peu de, de notre fonctionnement qui est assez simple, qui est assez classique. Je vais d'abord vous présenter les deux personnes qui vont nous parler de salsa et je vais leur laisser la scène. Et puis après, je reviendrai pour qu'on puisse échanger. Comme on est un petit groupe, je vais vous inviter à partager à partager vos questions de vive voix une fois qu'on sera rendu à l'échange, à ouvrir vos caméras puis à parler. Et je vais animer le retour pour s'assurer que le plus possible, les gens aient la possibilité de poser leurs questions, de faire leurs commentaires sur la présentation. Alors, avec nous aujourd'hui, on a Emmanuelle Lapointe, qui est directrice intérimaire à SAPSA, et Jean-Pierre Gérard, qui est chargé de cours au département d'organisation et de ressources humaines. Et bien entendu, ce ne sont que des titres, et mes deux collègues vont se présenter et vous parler un peu plus d'eux-mêmes en faisant leur présentation. Alors voilà, c'est à vous, Jean-Pierre et Emmanuel. Vous avez toute la scène pour vous. Merci, Joanne. Donc, je vais juste, dans mon cas, faire un peu la mise en bouche du cas SABSA, si on peut qualifier ce cas-là de cette façon. Donc, le très, très grand intérêt pour moi aujourd'hui de vous parler de SABSA, moi, ça fait tout près de 40 ans que je suis actif dans le milieu de l'entrepreneuriat collectif et ça fait partie de mon top 5% des coopératives les plus innovantes. Donc, vous allez avoir l'opportunité de le découvrir et c'est d'autant un défi que c'est de l'innovation dans le domaine de la santé, une donnée parmi d'autres. Puis, aucun doute qu'Emmanuel aura l'occasion de revenir plus en détail, mais 90% des cas de consultation ne nécessitent pas un référencement à un médecin. Donc, cette coopérative a fait la démonstration qu'une nouvelle profession au Québec, qu'on appelle des infirmières praticiennes, est en mesure de jouer un rôle extrêmement important dans notre système de santé et à plus forte raison auprès de populations et de clientèles vulnérables. Donc, c'est ça que vous allez entendre parler aujourd'hui, ce parcours, tant qu'à moi, qui est tout à fait remarquable, de 2011 à 2023. Et ils ont des perspectives aussi fort intéressantes comme objectif pour 2030. Et je vais laisser à notre invité de soin de présenter. Et je voulais terminer cette courte présentation de SAPSA en vous disant que c'est l'objet d'études de cas approfondies. Donc, depuis 5 ans, je suis de très près cette organisation et c'est une démarche de recherche qui s'inscrit dans un processus international. Donc, il y a des partenaires français et belges qui sont associés à ça. Et en mai 2024, on va utiliser un événement qui se déroule à Genève, donc le Geneva Health Forum, pour présenter des cas de cliniques communautaires ou de centres communautaires de santé extrêmement inspirants. Et SABSA est un des deux cas qui va être présenté donc en mai 2024 à Genève. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Emmanuelle Lapointe. Donc, Emmanuelle est associée pratiquement depuis le début à cette belle aventure de SABSA. Jusqu'à récemment, elle était plus engagée auprès de la Fondation. Donc, elle va aussi vous dire un mot sur le rôle de la Fondation, qui est un rouage essentiel pour le succès de SABSA. Et depuis quelques temps, là, elle assume la direction intérimaire de l'organisation. Donc, voilà cette présentation. Et comme vous avez compris, le scénario de déroulement, c'est de mettre vos questions en réserve et à la toute fin de la présentation, donc la directrice, Joanne Saint-Charles, va animer cette période de questions, de commentaires. Donc, sans plus tarder, Emmanuel, je te laisserai aller avec la présentation. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, le PowerPoint va être disponible. Donc, ceux qui sont intéressés à avoir le PowerPoint, ça va être disponible. Donc, voilà. Je te laisse aller, Emmanuel. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour l'introduction. Oui, effectivement, Jean-Pierre nous suit depuis les débuts, en tout cas, de l'expérimentation de notre projet pilote de clinique de proximité. Donc, je vais partager une présentation à l'instant, puis je vais vous expliquer, dans le fond, comment ça s'est mis en place. Moi, dans le fond, j'ai occupé
Ça fait presque 10 ans là, que je suis impliquée à la coopérative. J'ai participé beaucoup à l'implantation là, du projet pilote de clinique de proximité. J'ai effectivement travaillé aussi beaucoup à l'émergence de la Fondation SABSA, qui vient soutenir une partie là, du financement. Fait que dans le cadre on va avoir une historique que je vais vous partager. Je vais pouvoir vous parler des principales étapes là, qui ont contribué à être qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, je vais y aller avec le partage d'écran maintenant là, pour vous montrer la présentation. Donc, je commence tout de suite par, dans le fond, la ligne du temps là, pour vous expliquer comment ça a commencé. C'est en 2011, dans le fond, que des personnes se sont regroupées pour la création de la coopérative de solidarité. Parce que c'était des 5 personnes, dans le fond, qui étaient à l'origine, des infirmières, travailleurs sociaux, qui ont constaté dans leurs différentes carrières les trous de service qui était à ce moment-là dans le système de santé par rapport à l'offre de soins en hépatite C pour les clientèles les plus vulnérables touchées par cette infection-là. Il y avait des services offerts, mais tout était morcelé dans différents endroits. Puis, on était témoins, dans le fond, de l'incapacité des gens d'être capables d'être traités adéquatement. Puis, c'est sûr que, tu sais, c'est un petit peu un non-sens parce que c'est une infection qui a un traitement disponible, mais on continuait de voir la propagation de ce virus-là auprès des plus vulnérables. Donc, on s'est dit, dans le fond, c'est l'accessibilité au traitement qui est un défi à mettre en place. Donc, ça a commencé vraiment de rien, là, ça a commencé par du travail bénévole. Des gens se sont mobilisés ensemble pour offrir sur place le soins infirmiers, l'accompagnement psychosocial pour traiter les gens atteints de l'hépatite C. C'est sûr que de fil en aiguille, les infirmières qui traitaient les gens, qui étaient accompagnées d'une intervenante psychosociale, étaient témoins de d'autres besoins de santé aussi, là, dont les personnes qui se présentaient avec des moyens limités pour y répondre. Mais ça a quand même continué à fonctionner comme ça pendant les 3 premières années, jusqu'à temps, dans le fond, qu'en 2014, il y a eu une collaboration qui s'installe avec la FIC, là, la Fédération interprofessionnelle de la santé. On avait, nous, sur place, une infirmière qui était en train de compléter son cours d'infirmière praticienne. Donc, la FIC avait, elle, de son côté, souhaitait expérimenter, dans le fond, des modèles de soins mettant en avant-plan là, la pratique infirmière. Donc, ça a été vraiment un bon timing pour que les deux organisations puissent collaborer ensemble. Puis, dans le fond, on a reçu un premier financement de la FIC pour expérimenter le projet pilote de clinique de proximité. Donc, on a commencé ça en 2014, puis à ce moment-là, on est accompagné là, de l'équipe de soins primaires intégrés, qui, dans le fond, c'est l'Université de Montréal, l'Université Laval, des chercheurs associés à ces deux universités-là, qui nous ont suivis pour documenter le modèle, puis essayer de calculer un peu l'économie aussi engendrée par ce modèle-là dans la mise en place, puis la capacité aussi au niveau de la profession infirmière de traiter en première ligne, de pouvoir être une solution dans les problèmes d'accès là, aux soins de la population. C'est sûr que nous, en plus, on était dans une posture, on était déjà avec des gens assez vulnérables dans la clientèle qu'on rejoignait, puis ça nous a permis, par la même occasion, de pouvoir offrir des soins plus généraux là, que seulement en hépatite C. Donc, on a ouvert la clinique qui a permis de commencer, dans le fond, 5 jours par semaine. Là, on a embauché l'infirmière praticienne à temps plein pour être capable d'organiser une équipe là, qui était en mesure de traiter la clientèle. On a eu une première année de financer avec la FIC. Puis, c'est sûr que c'est assez court, 1 an, là, pour faire une bonne collecte de données. Donc, puis ça fonctionnait tout de suite là, au niveau de l'achalandage, au niveau des soins qui étaient offerts. Donc, on a été capable d'avoir un deuxième financement via la FIC pour ça permettre d'avoir au moins 2 ans là, de collecte de données sur le modèle. Je vais juste interrompre un petit peu la présentation de la ligne du temps pour vous présenter une vidéo qui a été réalisée par les chercheurs, dans le fond, qui nous ont accompagnés là-dedans. C'est eux
pu par la suite là, un peu exposer le cas de SABSA aussi. Donc, je vais juste passer de ça à la vidéo. Je vais vous montrer un court extrait là, pour que vous puissiez prendre connaissance un petit peu des enjeux. On n'est pas un CLSC, on n'est pas un GMF, on n'est pas une super-clinique, on n'est pas un hôpital, on n'est pas une polyclinique, on est toutes pas ça. Curieusement, on a de la misère à se définir. On ne peut pas dire juste on est une clinique de proximité, parce que CLSC, c'est supposé être une clinique de proximité aussi. Un GMF, c'est supposé être une clinique de proximité. Fait que, bon, une clinique sans médecin, oui puis non. On a quand même des médecins qu'on a approchés qui viennent ici ponctuellement pour des traitements d'hépatite C, pour de la psychiatrie, ces choses-là. Des patients que nous suivons, qu'on a besoin de faire évaluer. Mais c'est pas géré par les médecins. Fait que, il faut trouver un mot, une phrase qui va nous... Dispensaire. Est-ce que dispensaire, oui, c'est ça. Est-ce que ça mais on est comme un dispensaire. C'est ça, comme un dispensaire urbain, mais en même temps, de donner le mot dispensaire dans un centre-ville, c'est pas super bien vu. Un dispensaire, c'est vu en région éloignée, fait qu'on n'aura pas des grands adeptes sur le dispensaire, mais ça ressemble à ça, c'est dans ces eaux-là. Là. C'est pas toutes les équipes qui offrent tous les soins, et c'est pas toujours les mêmes personnes qui offrent les soins. Comment les équipes elles, se structurent pour remplir tout le carré avec les bonnes personnes aux bons endroits. Si on pense à SABSA, il y a des travailleurs sociaux, il y a des infirmières qui vont prendre en charge certaines questions, puis il va y avoir une IPES, pour l'instant, si on pense à Isabelle Tétu, qui va faire aussi un grand bloc. Pour certains patients, ça va s'en aller vraiment jusqu'à la médecine spécialisée. Pour d'autres problèmes, ça va peut-être pas aller jusqu'à la pleine complexité du travail, mais qui va ressembler à ça. Et c'est une équipe dans laquelle il reste un bout blanc à SABSA. Ils ne couvrent pas l'ensemble de tout, parce que c'est une petite équipe, parce qu'ils n'ont pas de médecin sur place. Donc c'est une équipe qui aurait une forme comme ça, qui en même temps va être intéressante à plein d'égards, parce qu'avec peu de professionnels et des professionnels pas chers, ils offrent beaucoup de choses. À l'inverse, tu vas avoir des équipes de cliniques médicales sans rendez-vous à Montréal, là, ça va ressembler à ça. Peut-être même ça. Tâche. La rassurance. Mais c'est un bon traitement. Oui. Peux-tu continuer à prendre Prise de sang. Je vais vous appeler un autre. L'aspect légal. Là. Monsieur le ministre de la Santé. Alors actuellement, on parle de la clinique SABSA. Parlons-en, Monsieur le Président. Elle est à 40 mètres du CLSC, Monsieur le Président. 40 mètres. Elle est sur Google à 2 minutes à pied et c'est sur le plat. Alors, quel est le principe de gestion qui exige de moi de faire en sorte que j'ai 2 locaux pour le même service, 2 réceptionnistes, 2 photocopieuses, 2 systèmes informatiques, 2 systèmes téléphoniques, 2 coordonnateurs, 2 tout. En terminant. L'argument de on ne veut pas payer des locaux de plus, on ne veut pas payer une secrétaire de plus, on ne veut pas payer un photocopieur de plus, c'est des arguments que souvent on se fait sortir. C'est oui, effectivement, sauf que les gens n'iront pas plus. T'sais, sinon, ils ne viendraient pas ici. Là, je veux dire, on est smart, là, mais on n'est pas extraordinaire. Là, dans un rayon même pas de 5 km, on a un hôpital, une super clinique, un CLSC et un GMF. Puis nous, on fait quand même 3600 consultations par année. C'est ça. Mais normalement, il devrait y avoir une capacité de communication entre le soignant et le soigné qui repose sur le partage d'un certain nombre de codes culturels. Dans le système actuel, un toxicomane qui a eu une expérience de pauvreté toute sa vie, qui a eu des démêlés avec le système judiciaire et qui en ce moment est en situation de précarité intense, et un médecin, même un praticien, qui facture pour 250 000 $ chaque année et qui a une bonne vie, et qui vient, statistiquement parlant, d'une famille qui a été favorisée et riche, qui a été dans des milieux favorisés et riches toute sa vie et qui actuellement vit dans le 1% de la société québécoise. La proximité culturelle, elle est très difficile à créer. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas exister. Il y en a des médecins omnis là, qui sont capables de faire ça. Mais c'est atypique. Et une des forces de l'équipe de SABSA, c'est que c'est des gens qui ont depuis des années créé des liens. Ils connaissent les gens intimement. Et il y a un niveau de confiance. La proximité avec les gens.
Donc, c'est les extraits que je voulais vous présenter pour que vous puissiez comprendre un peu les enjeux aussi qu'on a pu vivre là, après les 2 ans d'expérimentation là, du projet pilote. Parce qu'effectivement, en 2016, on avait fini, là, dans le fond, le financement octroyé là, pour ce projet-là. Puis, on a été un peu, dans le fond, victime de notre succès, dans le sens qu'on avait une charge élevée de patients qui étaient qu'on avait pris en charge. On avait réalisé un nombre important de consultations aussi. Puis ça devenait vraiment difficile de s'enlever du milieu dans lequel on était, malgré le fait qu'il y avait d'autres structures médicales qui n'étaient pas en mesure de prendre en charge. C'est devenu un peu la manière qu'on a essayé d'argumenter aussi, là. Si vous ne voulez pas que SABSA existe, ben, prenez en charge les milliers de patients qu'on a maintenant qu'on s'occupe, mais que personne ne s'occupe sur le territoire dans les structures actuelles. Donc, parce qu'idéalement, on n'existerait pas, là. On n'a pas voulu créer un système en parallèle. On a voulu habiliter un peu le système aussi à prendre en charge ces clientèles-là parce qu'il y a des ressources énormes dans le système de santé actuellement, mais si on est là un peu par défaut parce on voulait absorber, dans le fond, les gens qui se tombaient un peu dans les mailles du filet, puis donc on était témoin des enjeux de santé aussi. Donc, en 2016, on a mis en place une campagne de sociofinancement. On a eu une grosse mobilisation citoyenne aussi, beaucoup de médiatisation. C'est certain, c'est devenu des enjeux politiques qu'on n'aurait pas cru au départ qui auraient pris cette ampleur-là non plus, qui ont amené beaucoup de pression au niveau du ministère. Puis ça s'est terminé dans le fond avec un succès au niveau de notre campagne de financement. On est allé chercher 250 000 pour être capable de continuer nos activités. Puis on a réussi à avoir une première entente du ministère, mais via le CIUS de notre secteur dans le fond, au départ, c'est des prêts de services qui ont été octroyés. Donc, l'infirmière praticienne qu'on avait embauchée et qu'on payait nous-mêmes est devenue une employée du CIUS dédiée à SABSA. Et puis, on a réussi à négocier aussi au niveau d'un travailleur social, au niveau de la fourniture médicale. C'est sûr que ça commençait tranquillement. Toutes les autres frais, c'est la coopérative qui devait aller les chercher. Puis, c'est comme ça qu'on était en mesure de continuer aussi nos activités. Avec le temps, on a agrandi nos locaux aussi. On était capable d'offrir plus de soins, accueillir aussi un plus grand nombre de personnes qui voulaient venir nous aider au niveau des soins. Pas juste des infirmières non plus. On a été beaucoup qualifiés à la clinique sans médecin, mais c'est une appellation qui était juste, mais en même temps, on le disait souvent, il y a beaucoup d'autres professionnels qui se joignent à nous. Donc, c'était vraiment une équipe interdisciplinaire qu'on voulait mettre en place pour être capable de bien répondre aux besoins de la clientèle. Donc, en 2019, on a réussi, c'est sûr qu'avec l'arrivée, le changement au niveau du ministère, c'était Mme Mécan à ce moment-là, qui a reconnu le modèle comme étant un modèle d'exception, mais essentiel là, pour la clientèle plus vulnérable. Et nous, on a continué quand même parce que malgré qu'on avait des sous du gouvernement, c'était pas financé à 100%. Le modèle n'est pas encore reconnu pour être financé à 100%. Puis en même temps, ça nous permet de garder une certaine autonomie aussi. Mais devant le besoin qu'on avait d'aller chercher des donateurs, des donatrices, on a mis en place une fondation là, pour être capable d'émettre des reçus de charité, d'avoir quelque chose qui gère aussi ces campagnes-là. Donc, c'est en 2019 qu'on a pu commencer à opérer avec la fondation qui, elle, fait sa propre stratégie aussi pour aller chercher des fonds pour être capable de soutenir la clinique et surtout une stratégie pour assurer la pérennité aussi de la clinique. De fil en aiguille, les partenariats avec le CIUS ont aussi augmenté. On est allé chercher aussi du financement par projet. Il a fallu un peu fonctionner comme ça pour être capable de continuer nos activités. On a mis en place une clinique mobile pour sillonner, dans le fond, sur la grande région de Québec, aller beaucoup en prévention des surdoses aussi. Les enjeux d'hépatite C touchent une clientèle qui souvent va consommer des drogues. Donc, ça venait avec nous pour continuer à protéger cette population-là, de pouvoir agir à ce niveau-là. Et puis, depuis 2021, on opère le premier service de consommation supervisé qui est en place dans la ville de Québec. Ça, c'est vraiment
un projet qui est en partenariat, en co-gestion complète avec le CIUS de la capitale nationale. Donc, ça vous résume rapidement là, l'historique un petit peu de ça. Je reviendrai quand même sur certains détails aussi. Puis les partenariats de recherche, il y a des rapports de recherche que je pourrais rendre accessibles aussi sur vraiment les données qui sont associées à la performance de la clinique, mais surtout pour démontrer qu'on est une offre de soins pour les populations plus vulnérables, que c'est axé sur la pratique interprofessionnelle collaborative. Puis c'est sûr qu'il y a une centralité infirmière. C'est l'infirmière qui est la personne pivot dans la prise en charge des soins pour après ça connecter avec les autres professionnels requis. Des soins intégrés, donc on offre aussi des soins psychosociaux. C'est pas seulement l'approche, les soins médicaux non plus qui sont offerts. Puis, comme Jean-Pierre le mentionnait, là, c'est même moins de 5 des consultations qui nécessitent une référence externe vers les professionnels de la santé extérieure. Ça a pu être chiffré parce que dans la pratique de l'infirmière praticienne, elle avait des partenariats là, avec des médecins omnipraticiens qui étaient à proximité quand même de la clinique, mais qui étaient là pour répondre aux besoins. Mais la majorité des consultations en première ligne, on était capable de les gérer avec l'équipe en place. Dans le fond, pourquoi une coopérative? C'était vraiment d'essayer de trouver une alternative là, pour unir les forces du milieu communautaire et institutionnel. Puis ça rejoignait les valeurs, dans le fond, de solidarité, d'un fonctionnement démocratique aussi, pour que la population aussi, les personnes touchées puissent s'impliquer. Donc, ça a été ça dans la motivation. Il y avait aussi le fait qu'on ne voulait pas non plus on ne voulait pas être un organisme communautaire dans le sens qu'on savait que le financement pour les organismes communautaires était déjà limité. On ne voulait pas devenir un compétiteur non plus là-dedans. Donc, c'est un peu le choix qui a motivé les membres fondateurs à créer ce type d'entreprise-là. Donc, c'est vraiment la mission de développer et d'offrir des soins, des services adaptés aux populations vulnérables en regroupant différents professionnels. On rejoint les gens qui trouvent justement difficilement leur place dans le système pour énormément de raisons. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure aussi. Puis on est guidé un peu dans une approche aussi de réduction des méfaits dans les interventions, dans les soins aussi. Donc, les volets de service que je vous mentionnais un petit peu tout à l'heure, le volet hépatite C, VIH demeure. C'est même devenu pour nous l'argumentaire de la Fondation, dans le sens que on veut éradiquer l'hépatite C d'ici 2030. C'est un vœu de l'Organisation mondiale de la santé aussi. On a tout ce qu'il faut pour y arriver. Il faut juste qu'on mette les bonnes ressources en place pour le faire. On est capable de traiter massivement, surtout maintenant que les traitements se sont énormément améliorés. On s'est organisé pour être justement avec le volet de services de consommation supervisé en contact avec tous les gens à risque de s'infecter des premières infections pour agir rapidement aussi, mais surtout d'être en lien avec les gens les plus à risque, les plus touchés actuellement par ça. Donc, le volet de clinique mobile, qui est avec une vanne qu'on peut se promener sur tout le territoire, offrir des soins psychosociaux. Le volet clinique de proximité là, qui est demeuré aussi là, pour toujours ouvert du lundi au vendredi pour accueillir la clientèle avec des plages horaires, avec rendez-vous et sans rendez-vous. Puis, donc, ça fait un peu le tour de nos différents services. Quand on parle, nous, de contexte de vulnérabilité, ça va se toucher beaucoup au niveau de la dépendance, santé mentale, des enjeux d'itinérance, travail du sexe, au niveau de la pauvreté, l'exclusion sociale. C'est un peu dans ces contextes-là qu'une majorité des personnes qui viennent chez nous sont touchées. On a aussi des personnes nouvellement arrivées au Canada qui se retrouvent sans statut, sans couverture médicale aussi. On est beaucoup témoins de ces situations-là également. Puis, on voit que c'est difficile, lorsqu'on vit ces problématiques-là, de naviguer dans le système. Puis ça, je pense que vous pouvez être conscient de ça, juste même, je veux dire, sans être dans ces difficultés-là, avoir accès parfois à un médecin de famille, pour plusieurs personnes, c'est un défi. Donc, imaginez quand que vous êtes en plus pris avec ces problématiques-là, ça devient pratiquement impossible là, dans plusieurs situations. Donc, on est capable d'accepter, dans le fond, les gens, peu importe
leur degré de désaffiliation au système. Puis, nous, ce qu'on tente de faire, c'est de diriger vers le réseau aussi. On ne prétend pas pouvoir répondre à tout ça. On est une petite équipe, les besoins sont énormes, mais on tente, par les différents accès qu'on a avec le réseau de la santé, de rediriger vers le réseau aussi pour que le réseau prenne ses responsabilités avec les gens qui vivent ces problématiques-là. Puis, on ne va pas désinscrire une personne qui a déjà un médecin de famille pour la prendre chez nous. On va essayer de continuer le suivi avec elle en étant en soutien, mais c'est vraiment pas la visée qu'on a de se substituer. On cherche simplement à répondre aux besoins les plus criants, là, en espérant qu'à un moment donné, le réseau soit encore plus habilité pour le faire. Donc, l'équipe de la coop, il y a des infirmières praticiennes, des infirmières cliniciennes, des intervenants psychosociaux, un travailleur social, on a des réceptionnistes, une personne à la direction, une adjointe administrative. On peut avoir des chargés de projet aussi. On a des pairs aidants, des personnes, surtout au niveau du service de consommation supervisé, qui sont là pour être des experts de vécu, pour donner aussi un sentiment de sécurité à la clientèle qui est souvent méfiante dans le contexte de la consommation. On a un psychiatre aussi qui s'est joint à nous, qui vient 2 demi-journées par semaine pour commencer des suivis auprès les personnes qu'on identifie qui peuvent en avoir besoin. Des médecins spécialistes qui sont partenaires aussi. On a un infectiologue qui vient aussi faire des suivis. Plusieurs personnes peuvent vivre des problèmes au niveau des infections, commencer des fois des traitements antibiotiques à l'hôpital, qui ne les poursuivent pas, qui s'en vont avant la fin. On peut récupérer un peu ces situations-là aussi. Donc, il y a des bénévoles, le CA qui est très impliqué aussi. Puis j'ai oublié de mentionner aussi les gastro-entérologues qui viennent à une fréquence à peut-être aux 6 semaines pour initier des traitements d'hépatite C en collaboration avec les infirmières aussi. On accueille des stagiaires aussi là, dans le domaine médical, dans le domaine psychosocial aussi. Donc, puis, c'est vrai, c'est pas mentionné là-dedans, mais on a aussi développé une collaboration avec une communauté autochtone, la communauté de l'Obidjouan, pour aller aider la communauté à traiter aussi en hépatite C. Ça fait quelques années qu'on a débuté cette collaboration-là, donc on se rend sur place de temps en temps à aider le personnel infirmier là-bas. Puis, on les accueille aussi parfois à Québec pour qu'ils viennent s'exposer à une pratique aussi un petit peu plus urbaine. Donc, c'est des collaborations qu'on a développées au fil des années aussi. Puis, dans le fond, ce qu'on veut démontrer aussi, c'est que les infirmières en première ligne, ils peuvent vraiment participer là, à des changements de pratique, surtout avec la pratique de l'infirmière praticienne qui permet de répondre à une foule de besoins de façon autonome. Donc, c'est vraiment ce qu'on a pu constater, nous, en expérimentant le projet pilote, puis on est témoin de cette capacité-là au quotidien aussi. Les intervenants psychosociaux, c'est un incontournable aussi parce que bien qu'on rejoint les gens qui viennent sur place, on va aider les personnes dans d'autres sphères de leur vie en dehors de la clinique, souvent en recherche de logement, en recherche de banques alimentaires, ça peut être à divers niveaux, avoir accès à d'autres services en santé mentale que nous, on n'offre pas, connecter avec les organismes communautaires en place. Les intervenants vont beaucoup agir sur le terrain à ce niveau-là. Comme je vous mentionnais, les pairs aidants sont nécessaires aussi pour être capable d'avoir un regard différent aussi. Il y a des gens qui sont méfiants envers les professionnels. C'est par quelqu'un qui a vécu le même vécu qu'eux autres, dans le fond, qui peuvent parfois se sentir plus en confiance. C'est cette interdisciplinarité-là qui fait toute la richesse aussi. Je ne vous cacherai pas qu'il peut y avoir des défis aussi dans ces cultures différentes-là, mais en même temps, c'est essentiel et c'est riche là, pour être capable de bien rejoindre les personnes les plus désaffiliées. Donc, quelques statistiques. La clinique de proximité, on a plus de 1500 personnes inscrites à ce jour depuis les débuts. On a monté les consultations à plus de 4000 annuellement. On était capable de traiter dans les 10 ans d'existence de la clinique 1000 personnes en hépatite C, une moyenne d'âge d'environ 45 ans. Pour le service de consommation supervisée, je sais qu'on a atteint 1100 personnes d'inscrites, à peu près ça, 20 000 visites, 24 000 visites annuellement. Ça fait 2 ans à peine là, que c'est mis en place, donc on commence à recueillir des statistiques à ce niveau-là aussi.
Il y a énormément, un grand nombre de seringues aussi qui est distribué. Beaucoup aussi de prévention au niveau des surdoses. C'est vraiment à cet effet-là que les services de consommation supervisée sont mis en place d'abord, puis aussi en essayant de diminuer la transmission des ITSS. Donc, les défis en jeu, on a l'augmentation, bien, c'est sûr qu'on est témoin de l'augmentation des inégalités sociales au niveau de la précarité financière des gens aussi, difficultés à se loger. On est témoin de ces difficultés-là pour les plus vulnérables. Je pense que la population générale vit un contexte qui est plus difficile au niveau financier. On peut s'imaginer que c'est encore pire pour ceux qui étaient déjà dans les plus vulnérables. On vit toujours une augmentation de la demande, de l'achalandage aussi. On ne suffit pas à répondre à tout non plus. Il faut rediriger parce qu'on est constamment appelé par. Puis je vous dirais que c'est au-delà du contexte vulnérable, pardon, que je vous ai parlé tout à l'heure, dans le sens qu'il y a énormément de gens qui nous appellent pour savoir où se diriger pour avoir accès à des services de base en santé. Et c'est monsieur, madame, tout le monde, la population, qui essaie d'accéder dans les services automatisés de prise de rendez-vous, qui n'y arrivent pas. Des gens, des fois, dans différentes conditions, qui ont plus de difficultés à lire, qui ont plus de difficultés à fonctionner avec la technologie. Donc, on va beaucoup aider les gens à se rediriger aussi dans le système. Puis, c'est sûr qu'on a encore, tu sais, le financement n'est pas assuré à 100%. On a besoin d'assurer la pérennité. C'est pour ça que l'existence de la fondation est là aussi. Parce que malgré la reconnaissance du gouvernement, ce n'est pas reconnu à 100% là, au niveau du modèle coopératif. Puis, on est obligé de fonctionner avec du financement annuel à renouveler. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de travail aussi à ce niveau-là. Ça nous laisse une partie dans une certaine précarité aussi. Puis, ben, comme partout, on vit des enjeux aussi de recrutement de personnel, de rétention aussi. C'est pas toujours facile de travailler avec la clientèle qu'on rejoint. Ça nous prend des personnes engagées, des personnes qui souhaitent continuer de se former aussi, parce que la connaissance est encore à acquérir et à développer au niveau des enjeux de santé mentale et de dépendance. Donc, puis j'ai juste terminé qu'on est en train aussi, justement, avec le service de consommation supervisée, de mettre en place un service de vérification des substances pour pouvoir aller vérifier un peu ce que les gens consomment, parce que c'est vraiment des enjeux de surdose qui nous préoccupent et qui touchent de plus en plus les populations qu'on rejoint. Puis ces problématiques-là se retrouvent dans l'Ouest canadien beaucoup, mais ça migre vers ici et on est de plus en plus témoins de ces réalités-là. Donc, on agit également à ce niveau-là. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous présenter comme aperçu au niveau de la clinique. La coopérative, je pense que j'ai fait le tour, Jean-Pierre. Je ne sais pas si tu as l'impression que si tu as eu l'impression que j'ai échappé des moments charnières, tu peux le compléter. Sinon. Non, je peux me permettre. Merci, Emmanuel. Évidemment, comme je vous suis de très près depuis plusieurs années, là, il n'y avait pas beaucoup de choses de nouvelles, mais j'attire l'attention des participants sur une donnée importante quand même, Emmanuel, que tu as dit. Je crois que vous avez fait la démonstration depuis votre naissance en 2011 de votre pertinence. Malheureusement, l'État québécois n'a pris qu'une partie de votre démonstration pour la multiplier, en l'occurrence l'idée des infirmières praticiennes, parce que pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, le ministère de la Santé a décidé de créer 2 cliniques avec des infirmières praticiennes ici à Montréal, mais ils ont oublié tout le volet coopératif, donc tout le volet gouvernance, participation citoyenne, ancrage territorial. Donc, malheureusement, cette composante-là n'a pas été retenue par l'État québécois, même si les données qu'a présentées Emmanuel, à mon avis, sont extrêmement probantes, tant en termes de rayonnement dans le milieu, d'impact, de pertinence sociale, etc. Donc, c'est peut-être le bout là, qui relève plus du commentaire que je voulais faire, Emmanuel, pour compléter, mais je pense qu'on va laisser la parole aux participants, puis Joanne va prendre la relève là, pour animer ses questions et ses commentaires. Ben, merci beaucoup d'abord pour la présentation qui était vraiment très éclairante.
Et j'invite les personnes participantes, si vous voulez ouvrir vos caméras, c'est quand même plus sympathique, on a plus l'air d'être avec du monde.